En fait, un marché comme a été représenté au niveau de cette représentation, c'est un lieu de rencontre entre l'offre globale et la demande globale. Donc, vous voyez certainement au niveau de cette présentation qu'il y a ici, vous avez l'offre, là, vous avez la demande. Le marché, en fait, c'est cette intersection entre l'offre et la demande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit en fait d'une rencontre, d'une égalité, d'une situation où l'offre globale du marché, c'est-à-dire les producteurs, vont ramener leur offre ou bien leur production sur un lieu. Ce lieu-là peut être un lieu virtuel ou bien un lieu carrément connu géographiquement, où ils vont trouver des demandeurs qui ont des besoins spécifiques. La rencontre entre ces deux entités, c'est-à-dire l'offre globale et la demande globale, va nous donner en quelque sorte une situation, ou bien va nous permettre de parler d'un marché. Et ce marché-là, c'est l'emplacement où va se faire en quelque sorte l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc, ce qu'on va essayer de voir au niveau de ce module-là, nous allons commencer par parler de la théorie de la demande. Au niveau de cette théorie, ou bien au niveau de ce grand A, nous allons commencer par parler de la demande individuelle. Nous allons définir qu'est-ce que la demande individuelle. Puis nous allons passer au déterminant de la demande individuelle pour parler par la suite de la loi de la demande, pour finalement arriver à la demande globale d'un bien ou d'un marché d'une façon générale. Au niveau de la théorie de l'offre, nous allons parler initialement de l'offre individuelle d'un bien, où nous allons définir ce qui est l'offre individuelle pour parler des déterminants de l'offre, puis la loi de l'offre. En grand 3, évidemment, nous allons parler de l'équilibre du marché d'une façon générale. Donc ça, c'est pour le module marché. Donc au niveau de ce module, nous allons déjà commencer, on a déjà défini un marché, donc la définition d'un marché, on a dit que c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. Et là, j'insiste en fait qu'on parle d'un bien, hein. On ne parle pas des biens ou bien des services. Donc, à la différence de la réalité des choses, parce que dans la réalité des choses, lorsqu'on parle d'un marché, on parle d'un lieu où on peut trouver un peu de tout. Par contre, un marché au niveau de la microéconomie, c'est un lieu où il y a l'échange d'un seul bien. C'est-à-dire, on peut parler du marché des boissons gazeuses. On peut parler du marché des voitures. On peut parler du marché, par exemple, du transport. On peut parler du marché du tourisme. On peut pas parler, par exemple, d'un marché comme on le voit quotidiennement dans nos vies, par exemple les souks et ainsi de suite. Ce ne sont pas les marchés sur lesquels nous allons travailler au niveau de notre cours de microéconomie. Donc, au niveau de ce marché-là, il y aura une rencontre entre l'offre et la demande globale, évidemment, et cette rencontre va aboutir à une situation d'équilibre. Généralement, au niveau de notre cours de microéconomie, nous allons définir l'équilibre comme étant grand ET, qui est égal à Q étoile, ou bien qui est déterminé par la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre. Voici la représentation que nous pouvons généralement utiliser pour parler ou bien pour schématiser le marché d'une façon très simpliste. Nous allons parler des hypothèses de la concurrence pure et parfaite. L'abréviation CPP signifie concurrence pure et parfaite. Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite sont en nombre de 5. Il faut les retenir, il faut les comprendre parce que c'est une partie très importante qui fait que un marché soit en situation de concurrence pure et parfaite. Donc, pour la première hypothèse, c'est l'hypothèse de l'atomicité. Qu'est-ce que ça veut dire, atomicité? Ça veut dire, ça vient du mot atome,
Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs ont une taille très réduite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre, on a dit que le marché est composé d'un très grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. La demande et plutôt la demande et l'offre de chaque partie ou bien de chaque membre de ce marché n'a aucun effet sur la totalité de l'échange. Je prends un exemple. Si je prends le marché du pain en Tunisie, il est composé par un très grand nombre de boulangeries qui offrent le pain. Il est aussi composé par un très grand nombre de consommateurs de pain. Si un consommateur, par exemple, refuse de consommer le pain, dans ce cas, son absence de consommation ne va rien affecter, bien ne va rien entraîner sur la demande globale du marché. De même, si un producteur de pain qui ne produit pas, par exemple, le pain à un jour donné, donc du coup, sa production son absence de production n'aura aucun effet sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse l'hypothèse de l'atomicité. L'hypothèse de l'atomicité signifie un grand nombre d'intervenants sur le marché, un grand nombre d'offreurs, un grand nombre de consommateurs, et que chaque consommateur et chaque producteur n'a aucun effet sur la détermination de la quantité totalement échangée. Ceci signifie en fait que aussi bien les acheteurs et les vendeurs sont considérés ou bien considèrent le prix du marché comme étant une donnée exogène. C'est-à-dire, ils vont considérer qu'ils vont prendre le prix comme étant un prix quelconque, comme étant une contrainte, et non pas à déterminer le prix ou bien à influencer le prix. On passe maintenant à la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'homogénéité du produit. Au niveau de cette hypothèse de l'homogénéité des produits, les produits sont supposés en quelque sorte à la limite homogènes ou identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère par exemple le cas des boissons d'eau, si je verse une quantité d'eau dans un verre d'eau, je ne peux pas l'identifier, ou bien je ne peux pas identifier l'origine, ou bien la marque du produit en question. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits sont identiques, ne sont pas en quelque sorte, on ne peut pas les distinguer facilement. Et donc, du coup, à chaque fois, il y a des retardataires. Bien. Donc, si on a dit qu'il s'agit en quelque sorte d'une homogénéité des produits, si les produits sont homogènes, qui sont produits par des producteurs qui n'ont aucun effet sur le marché, donc du coup, le prix devient le seul déterminant de la décision d'achat. Donc un producteur, en quelque sorte, s'il n'a pas la possibilité d'influencer le marché et que les produits sont identiques, donc du coup, la décision ou bien le produit n'a aucun effet et le seul déterminant sera le prix du bien en question. Donc on passe maintenant à l'hypothèse, à la fluidité, à l'hypothèse de la troisième hypothèse, en fait, c'est l'hypothèse de la fluidité. Il s'agit en fait de la libre entrée et sortie sur le marché. Donc, au niveau de cette hypothèse, on constate que les entreprises ont la possibilité d'entrer sur le marché d'une façon carrément libre. Ils ont aussi la possibilité de quitter le marché aussi d'une façon très libre et très individuel. Donc, du coup, n'importe qui peut produire et n'importe qui peut prendre la décision de ne pas produire. Donc ça, c'est l'hypothèse de la fluidité. Par la suite, on parle de l'hypothèse de la transparence. L'hypothèse de la transparence signifie que les consommateurs, en quelque sorte, disposent de la totalité de l'information et que cette information, elle est disponible à tout le monde et elle est gratuite. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas de dépenses ou bien il n'y a pas de coût à subir pour accéder à une information ou bien pour recevoir une information quelconque.
On termine évidemment par une dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de la mobilité des facteurs de production. Les facteurs de production sont en fait généralement au niveau de notre cours de microéconomie, nous allons définir deux facteurs de production, le travail et le capital. Et donc, si le bien est le même, il est produit par tous les producteurs avec la même technologie, donc les facteurs de production peuvent évidemment passer, bien, peuvent basculer d'une entreprise à une autre ou bien d'un organisme à un autre, sans en quelque sorte, sans difficulté ou bien sans contrainte. Pour que, si on vous pose la question, par exemple, au jour de l'examen, on vous dit qu'est-ce qu'un marché de concurrence pure et parfaite? La réponse, elle est très simple. Il faut dire qu'un marché de concurrence pure et parfaite, premièrement, c'est la rencontre entre l'offre et la demande, et que cette rencontre entre l'offre et la demande remplit les 5 hypothèses citées. Si une de ces hypothèses disparaît ou bien n'est pas respectée, on ne parle plus de la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite est définie seulement en fonction de ces 5 hypothèses. On est d'accord? L'absence au moins d'une de ces hypothèses nous fait sortir de la concurrence pure et parfaite. Je vais parler maintenant des déterminants de la demande, donc de la demande individuelle. On va commencer évidemment par la définition de la demande individuelle. Donc, selon vous, qu'est-ce que la demande individuelle, si on veut définir la demande individuelle? Qui peut me donner la définition de la demande individuelle? Ou bien si c'est une relation fonctionnelle, donc il s'agit d'une fonction. Donc on va dire qu'il s'agit d'une fonction. Voici notre fonction. C'est une fonction entre quoi et quoi? Entre la quantité maximale d'un bien que le consommateur est prêt à acheter pendant une période de temps donnée pour différentes valeurs de prix possibles. Donc ça veut dire quoi? On va dire par exemple ici, vous avez une quantité. Donc, on va définir la quantité par petit q. C'est une quantité demandée qui est une quantité maximale qui dépend du prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on varie le prix, on va trouver une quantité différente de la quantité initiale. Je prends un exemple simplifié. Supposons que l'unité de baguette est de 200 millimètres. Si vous avez un dinar, combien de baguettes vous pouvez acheter? Avec évidemment la baguette, elle est de 200 millimètres. Combien vous pouvez acheter de baguettes? Un dinar, je veux 5. dire. Hein. 5. Vous allez acheter 5. Bien. Supposons que vous avez toujours le même dinar et le prix de baguette passe à 250 millimètres. Donc, vous pouvez acheter combien? Vous pouvez acheter 4 unités. Donc, du coup, on voit que la quantité maximale dépend de quoi? Dépend des prix ou bien du prix qui est imposé sur le marché. Donc là, en fait, on voit que la fonction de demande, c'est une relation fonctionnelle entre la quantité et le prix. Évidemment, toute chose étant égale par ailleurs. La fonction de demande dépend aussi de plusieurs autres variables. En particulier, le prix du bien considéré, c'est-à-dire notre prix, par exemple, si je parle du pain, c'est le prix du pain. Le prix des autres biens. Il peut y avoir d'autres biens, comme par exemple les croissants ou bien autre chose qui sont en relation avec le pain d'une façon générale. Le revenu des consommateurs. Il y a aussi la question des goûts et la question de la richesse. Chaque variable de ces variables, la totalité de ces variables en quelque sorte, a un effet ou bien peut affecter la demande d'un bien donné. Donc, du coup, on va essayer en quelque sorte d'analyser la variation ou bien l'effet de chaque variable sur la demande individuelle. Donc, on va commencer évidemment par le premier déterminant, à savoir le prix du bien. Supposons que vous avez par exemple un bien X et vous avez son prix qui est P de X. Si le prix
P de X augmente. Que peut-on dire de la quantité demandée du bien X? Elle diminue, la quantité. Elle diminue. Elle diminue. Elle diminue, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de la demande. Donc, la loi de la demande stipule en fait que toute augmentation du prix entraîne une diminution de la quantité demandée. On va parler de ça plus ultérieurement lorsque nous allons décortiquer cette loi de la demande. Donc, mais ce qui est à retenir maintenant, c'est que le prix d'un bien en question, si le prix d'un bien X augmente, la quantité demandée de ce bien diminue et inversement, évidemment. Le prix des autres biens. Il va y avoir en quelque sorte plusieurs types de biens qui vont en quelque sorte affecter la quantité demandée d'un bien donné. On va les décortiquer ou bien nous allons les voir petit à petit. La première chose qu'il faut voir, c'est les biens qui sont indépendants. Ça veut dire quoi, des biens qui sont indépendants? Ce sont des biens dans l'absence, ou bien il y a eu carrément absence de relation évidente entre eux. Par exemple, si on veut chercher la relation entre la quantité des stylos et le prix du kérosène des avions, presque il n'y a pas de relation évidente. Si on veut chercher, par exemple, le prix du pomme de terre avec la quantité consommée de stylos, donc il n'y a aucune relation évidente. Donc, du coup, si pour deux biens indépendants, si le prix d'un bien augmente, il n'y a aucun effet évident sur la quantité demandée de l'autre bien. Donc, nous allons parler d'une autre relation entre les biens, c'est ce qu'on appelle les biens substituables. Deux biens sont dits substituables lorsqu'ils permettent de satisfaire le même besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si, par exemple, je parle du thé et du café, plutôt du thé et du sucre, il y a une relation entre eux. Je ne peux pas consommer de sucre, du thé plutôt, sans utiliser le sucre. Donc, vous voyez qu'il y a une relation entre eux. Maintenant, si le prix du sucre augmente, si je considère par exemple si le prix du sucre augmente, donc du coup, la quantité demandée de sucre diminue. Si la quantité demandée de sucre diminue, est-ce que je peux consommer autant de thé? La quantité de thé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va diminuer. Elle va diminuer. Elle va diminuer aussi. De même, par exemple, si je considère, si le prix du thé augmente, la quantité demandée de thé, elle diminue. Et donc, je consomme Je moins consomme moins de de sucre. sucre. Voilà. Donc, pour deux biens qui sont dits substituables, si le prix d'un augmente, la quantité consommée de l'autre diminue et inversement. Maintenant, on va parler d'une autre relation entre les biens. Ce sont les biens qui sont dits complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire des biens qui sont dits complémentaires? Ce sont deux biens qui sont utilisés ensemble pour satisfaire le même besoin. Donc, en fait, ce sont des biens qui, par exemple, si je prends le cas de l'essence et des voitures. Le cas de l'essence et des voitures, je ne peux pas consommer, ou bien je ne peux pas conduire des voitures sans utiliser de l'essence. Donc, si le prix d'un bien augmente, la quantité consommée de l'autre bien augmente aussi. Maintenant, on va voir la situation de revenus. Donc, l'augmentation de revenus entraîne généralement une augmentation de la demande d'un bien donné. C'est-à-dire, si le consommateur dispose d'un revenu supplémentaire, il va allouer ce revenu à l'achat de plus de quantité d'un bien donné. Toutes choses, évidemment, étant égales par ailleurs. Ceci dit, il y a un certain nombre de biens qui sont dits inférieurs, qui sont caractérisés par une relation inverse entre le revenu et la demande. C'est-à-dire, si le revenu augmente, la quantité demandée, au lieu qu'elle augmente, elle diminue. Pour ce qui est des goûts, le goût est un facteur qualitatif, donc qui n'est pas quantifiable en quelque sorte. Et donc, du coup,
les consommateurs peuvent ne pas, par exemple, si les goûts changent ou bien si les goûts varient, on ne peut pas dire que l'effet sera le même d'un consommateur à un autre. C'est un effet en quelque sorte, ou bien c'est un comportement individuel pour des gens qui ne consomment pas, par exemple, qui ne souhaitent pas consommer du tabac. Si le prix du tabac augmente ou baisse, ça n'a aucun effet sur la demande. Donc, du coup, en quelque sorte, on peut dire qu'il s'agit en fait de quelque chose qui est individuel. Donc, ça, c'est pour les déterminants, évidemment, de la demande. Maintenant, on va parler de la loi de la demande. Qu'est-ce que la loi de la demande? Qui peut me donner, en quelque sorte, la loi de la demande, qui peut prononcer cette loi ou bien qui a une idée sur cette loi. Oui? Vous pouvez deviner qu'est-ce que cette loi? Oui, je vous écoute. La loi de la demande. C'est la relation entre la quantité et le prix. Oui, mais quelle est cette relation? C'est une courbe décroissante qui existe entre la quantité demandée et le prix. C'est très bien. Voici quelqu'un qui a révisé son cours. Merci. Donc, en fait, la loi de la demande, elle indique en fait que le prix est négativement lié à la quantité demandée. Ceci se traduit en fait par une relation descendante de la fonction de demande. Donc, comment on peut l'interpréter? On peut l'interpréter par une relation de ce type. C'est une relation, on peut trouver une droite, en quelque sorte, ou bien une courbe décroissante qui relie la quantité demandée au prix. Donc, le prix, en quelque sorte, ou bien la demande, est reliée négativement à la quantité demandée. Donc, on va dire que, par exemple, si on a un prix qui est égal à 10, la quantité demandée peut, par exemple, être égale à 5. Si le prix diminue, pour passer, disons, à 4, la quantité demandée augmente, par exemple, pour passer à 10. Donc, vous voyez que si je diminue le prix, la quantité Augmente. demandée augmente. Et inversement parlant, si j'augmente le prix, la quantité diminue. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de la demande. La courbe que vous voyez devant vous représente la demande inverse, c'est-à-dire la fonction de demande inverse. On va essayer maintenant de prendre un exemple de cette courbe-là pour essayer de la représenter. Supposons que j'ai une fonction de demande, la fonction de demande suivante, donc QD, qui est égale à 20 moins 2P. Donc, pour représenter cette courbe, c'est très simple. Nous allons prendre au moins 2 points. Nous allons supposer, par exemple, si P égale à 0, je vais avoir une quantité demandée qui est égale à 20. Je peux définir, par exemple, un point A, d'abscisse 20 et d'ordonnée 0. Maintenant, si je prends, par exemple, QD égale à 0, dans ce cas, si QD égale à 0, je peux trouver que P est égal à 20 sur 2, ça fait 10. On définit le point B d'abscisse 0 et d'ordonnée 10. Donc, graphiquement, ceci va se traduire par la représentation suivante. Donc, le point A, donc je vais mettre ici la quantité individuellement demandée et là, le prix du marché. Donc, pour le point A, j'ai une quantité qui est égale à 20, supposons que ici j'ai 5, 10 et 20. Donc, voici le point A. Le point B, je vais avoir 5, 10. Donc, ça, c'est 10. Donc, on va dire que le point B, c'est par là. Par 2 points,
passe une seule courbe qui est la suivante. Donc, vous voyez, il s'agit d'une courbe descendante ou bien d'une courbe décroissante. C'est clair? Oui. Bien. On va passer maintenant à la demande globale d'un marché. Donc, la demande globale d'un marché, comme son nom l'indique, ou bien la demande globale d'un bien, peut dire d'un marché ou bien d'un bien, c'est la même chose. مسيو سامحني جست البارتي الاخرى ما كان ثم بوسيبيليتي تعاودها لنا نتاع الكورب. Là, اي qu'est-ce que vous n'avez pas saisi exactement? ليكواسيون كيفاش جست هكا بريفمون عاودي ليكواسيون والكورب خاطر قعدت من Donc, ça, c'est l'équation. Vous avez QD. Donc, on va dire que si P égale à 0, dans ce cas, je remplace P au niveau de cette relation. Je vais avoir QD qui est égal à 20 moins 2 fois 0. 2 fois 0, ça fait 0. Je vais avoir donc QD égal à 20. Donc, on va définir un point A, celui-là, qui est tel que j'ai la quantité demandée est égale à 20 et le prix qui est égal à 0. Dans l'autre situation, si on définit par exemple QD égale à 0, dans ce cas, je vais avoir 0 est égal à 20 moins 2P, et donc je vais avoir 20 qui est égal à 2P, et donc P est égal à 20 sur 2, ça fait 10. On définit le deuxième point. Graphiquement, pour représenter A, on aura 20, 0, quantité égale à 20. Voici la quantité, c'est celle-là, qui est égale à 20, donc au niveau de ce point-là. Et le prix qui est égal à 0, donc on aura l'abscisse 20 et l'ordonnée 0. C'est le point A. Pour le point B, j'aurai l'abscisse qui est égal à 0 et l'ordonnée qui est égale à 10. Donc ça, c'est le point B. Donc par deux points, passe une et une seule courbe. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. سامحني مسيو Oui. اسكو عنا ثم نجمو نطيحوا في ليكا وتلقى عنا الكورب اسوندونت نون ديسوندونت. Une courbe. Je n'ai pas saisi votre question, monsieur. معناتها احنا او فينال عنا اوريجيتا نتاعنا عنا ان كورب ديسوندونت من البي للأ. Oui. تيوريكمون اسكو نجمو نطيحوا في كا اللي هو تكون ان كورب اسوندونت. Pardon, monsieur, c'est Vous une parlez- loi. Voilà, déjà votre collègue vous a répondu, premièrement. D'accord. Deuxièmement, pour votre cas, pour votre cours de microéconomie, vous n'allez pas avoir cette situation. C'est-à-dire, les biens que nous allons traiter tout au long de ce cours vérifient la loi de la demande, sauf pour les biens qui sont dits des biens de GFN. Ce sont des situations bien spécifiques. On en parlera évidemment au niveau du deuxième module de ce cas de GFN, mais on ne va pas représenter la courbe. Vous n'êtes pas demandé ou bien vous n'êtes pas appelé à représenter la demande pour le cas des biens de GFN. Ce sont des biens qui ne vérifient pas la loi de la demande. D'accord? Donc, qui sont à l'opposé des biens qui vérifient la loi de la demande. C'est la seule situation possible où on peut trouver situation inverse, mais pour votre cas, pour ce module-là, vous allez trouver toutes les courbes ou bien toutes les fonctions de demande qui vérifient la loi de la demande. Il s'agit en fait d'une loi qui doit être respectée un peu partout. OK? D'accord, merci. Je vous en prie. Bien. Nous allons parler maintenant de la demande globale, ou bien ce qu'on appelle aussi la demande d'un bien, ou aussi la demande du marché. En fait, la demande, voilà, elle est appelée demande globale ou demande de marché, c'est la somme des demandes individuelles. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, deux consommateurs qui vont demander une quantité X, la demande globale du marché, c'est la somme de la demande du bien du consommateur 1 plus la quantité demandée par le consommateur 2. Je prends un exemple. Supposons que le consommateur, j'ai un consommateur 1 qui demande une quantité QD qui est égale à 20
un consommateur 2 qui demande une quantité QD qui est égale à 10. La demande globale, en fait, elle est égale à quoi? Elle est égale à 20 plus 10, ça fait 30. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une sommation. Maintenant, si on a la situation des fonctions, la situation des fonctions, on aura la formule suivante. Si QD, c'est la quantité globalement demandée, grand QD, c'est la quantité du marché, la demandée du marché, elle est égale à la somme allant de 1 jusqu'à n de QDI. C'est la somme des demandes individuelles. Ce symbole-là représente le symbole de la somme, ou bien de la sommation. Si j'ai par exemple plusieurs consommateurs, je vais faire la somme des demandes individuelles. Deux cas vont se présenter. Le premier cas, si j'ai les fonctions de demande individuelles qui sont identiques, donc dans ce cas, je vais avoir, si par exemple QD1 est égal à QD2 est égal à QDI est égal à QDN, cette somme des demandes individuelles va me donner une fonction NQD. Par exemple, si j'ai par exemple une quantité de demande, une première quantité de demande qui est égale par exemple à 20 moins 2P, un deuxième consommateur qui demande aussi une quantité de demande qui est égale à 20 aussi moins 2P, la quantité globalement demandée, grand D, elle est égale à 20 moins 2P, ça c'est la première, plus 20 moins 2P. Et donc, je vais avoir 2 fois la quantité individuellement demandée. En fait, c'est une situation où j'ai les fonctions de demande qui sont identiques. Donc, si vous avez une fonction de demande identique, vous prenez la fonction de demande et vous la multipliez par le nombre des consommateurs ou bien des demandeurs. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui, oui, c'est clair, monsieur. Parfait. Bien. Maintenant, si les fonctions de demande individuelles sont différentes, la situation est autre. À ce moment-là, nous allons déterminer ça en faisant référence à ce qu'on appelle le prix de réservation de chaque consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire un prix de réservation? C'est un prix en fait qui fixe le niveau à partir duquel le consommateur commence à demander un bien. J'explique autrement. Si par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui va acheter une voiture, il se déplace au marché des voitures, il trouve par exemple une rangée où ils y sont exposés par exemple des Ferrari, des Lamborghini, des je ne sais pas quoi, des voitures de luxe, et d'autres rangées, il y fait simplement des voitures style Symbol, style Clio, style Peugeot, et ainsi de suite. Donc, il n'a pas suffisamment de moyens. Ce consommateur va évidemment s'adresser à la rangée qui correspond à ses moyens. Donc là, en fait, il s'agit psychologiquement, le consommateur ne réfléchit pas ou bien ne pense même pas à acheter un bien qui est très cher. Donc, ce très cher-là, ou bien cette qualification de très cher, est appelé le prix de réservation pour le consommateur. Donc, pour le consommateur, on va essayer de représenter ce prix de réservation de cette façon-là. Si vous avez une quantité, la quantité demandée et le prix, donc ce niveau-là constitue ce qu'on appelle le prix de réservation du consommateur. Si le prix est supérieur au prix de réservation, donc si P est supérieur au prix de réservation, donc la quantité demandée est égale à 0. Par contre, si le prix est inférieur, si le prix est un peu par là, la quantité demandée est différente de 0. C'est ce qu'on appelle le prix de réservation. J'attire votre attention qu'au niveau de votre cours, il y a une vidéo qui va vous expliquer la totalité ou bien qui va vous expliquer la démarche qui vous permettra de déterminer la fonction de demande individuelle. Donc la vidéo, je vais vous donner exactement l'emplacement de cette vidéo au niveau de votre cours et vous pouvez la visualiser d'une façon répétitive comme vous voulez. Donc, parce que maintenant, on ne peut pas évidemment voir la totalité de la démonstration.
Donc, vous voyez, à ce niveau-là, la théorie de la demande, vous avez, au niveau de la demande globale, vous avez 2 vidéos qui vont vous expliquer la façon selon laquelle vous pouvez déterminer la demande individuelle, la demande plutôt individuelle lorsque vous avez des biens qui sont identiques et la demande individuelle lorsque vous avez des fonctions de demande qui ne sont pas identiques. Donc ça, c'est pour, évidemment, la fonction de demande. Je vais passer maintenant à la fonction de l'offre. Donc, la fonction de l'offre, nous allons faire le même plan. Nous allons parler de l'offre individuelle. Nous allons la définir, puis parler des déterminants de l'offre, la loi de l'offre et de l'offre globale. Donc, pour ce qui est donc, de la définition de l'offre, qui avec, on va faire la même chose avec, comme si on parle de la demande. Il s'agit toujours d'une fonction, bien d'une relation fonctionnelle qui indique la quantité maximale, cette fois-ci, d'un bien que le producteur. Donc la fonction de l'offre dépend du producteur ou bien ne dépend pas du consommateur. Donc que le producteur est disposé à offrir pendant une période donnée pour différentes valeurs de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un producteur et vous avez par exemple un bien qui se vend à 1 dinar, vous allez produire par exemple 50 unités. Si vous pensez, ou bien si le prix de ce bien passe par exemple à 2 dinars, vous allez tenter de produire plus parce que ça vous permet de gagner plus. OK? Donc, ça devient en quelque sorte la quantité individuellement offerte est une fonction, cette fois-ci, du prix. Et cette fonction, elle est positive. Donc, ça veut dire quoi? En fait, on va trouver, si on compare les deux fonctions, et la fonction de demande est une fonction du prix. La fonction de l'offre est aussi une fonction du prix. La différence entre les deux, la fonction de demande dépend négativement du prix. La fonction d'offre dépend positivement du prix. Si je dérive la quantité demandée par rapport à P, je vais trouver que la pente est inférieure à 0. Et si je dérive la quantité offerte par rapport à P, je vais trouver qu'elle est supérieure à 0. Ça, c'est la différence entre l'offre et la demande. Donc, nous allons parler donc, des déterminants de l'offre. La première chose, c'est le prix du bien en question. Si un producteur voit que le prix d'un bien quelconque augmente, il va produire plus de ce bien. C'est ce qu'on appelle la quantité offerte. Donc, il va donner plus de, bien, il va allouer plus de facteurs à la production d'un bien quelconque. Les prix des autres biens. Certains biens dits parfois croisés, d'autres qui sont dits non croisés. Donc, je vais avoir, par exemple, pour certains biens des croisés, si le prix d'un bien augmente, alors la quantité de l'autre bien diminue et inversement. Par exemple, si vous avez un producteur qui produit 2 biens, le bien X et le bien Y, si le prix du bien X augmente, le consommateur, plutôt le producteur, va allouer plus de ressources à la production du bien X, il va réduire la production du bien Y. Pourquoi? Parce que son prix ne varie pas ou bien reste constant. On parle aussi des prix des facteurs. Les prix des facteurs, en fait, c'est les facteurs de production, en particulier le travail et le capital. Si les facteurs de production augmentent, ou bien le prix des facteurs de production augmente, donc du coup, le producteur produit moins que initialement. Donc, aussi, on parle de l'état de la technologie. L'état de la technologie signifie que si on a une technologie ou bien une amélioration technologique, alors il y aura une amélioration ou bien une augmentation de la quantité offerte, bien de la quantité produite. Voilà, on parle maintenant de la loi de l'offre. La loi de l'offre, c'est une loi qui est opposée à la demande. Si la loi de la demande, on a une augmentation des prix entraîne une diminution de la quantité demandée, pour la loi de l'offre, l'augmentation du prix entraîne une augmentation de la quantité offerte.
Et donc, du coup, on va se retrouver avec la situation suivante. La quantité offerte est une fonction croissante du prix. Et donc, la loi de l'offre représente cette allure ascendante de la fonction d'offre qui s'appelle la loi de l'offre. Donc, graphiquement, nous allons se retrouver avec cette situation. Si, par exemple, le prix qui était à ce niveau-là, on aura une quantité, par exemple, là, un prix qui est égal à 12, on a une quantité qui est égale, par exemple, à 100 unités. Si le prix passe à 14, la quantité, par exemple, passe à 150. Donc, le prix passe à 14 et la quantité, par exemple, passe à 150. Donc, une augmentation de la quantité, plutôt une augmentation du prix, se traduit par une augmentation de la quantité. Donc, nous allons parler de l'offre globale. Donc, l'offre globale, c'est la somme, en fait, des offres individuelles. À ce moment-là, nous allons trouver, c'est la même chose comme on a fait pour la demande globale, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à M, de Q au I, avec I, ce sont les offres. À ce moment-là, nous allons trouver deux situations. Le premier cas où je vais avoir des offres qui sont des offres individuelles qui sont identiques. Ça veut dire quoi? Par exemple, si j'ai par exemple QO1 qui est égal à 10P et QO2 qui est égal aussi à 10P. La quantité globalement offerte, elle est égale à quoi? Elle est égale à somme de 1 allant de 1 jusqu'à 2. De quoi? De QOI, elle est égale à 10P plus 10P. Ça fait 2 fois 10P, qui n'est autre que 20P. Donc, vous voyez ici, on aura en quelque sorte, ou bien on a la situation des fonctions de demande, ou bien des fonctions d'offre qui sont identiques. Pour le cas des fonctions d'offre qui ne sont pas identiques, à ce moment-là, donc, je vous invite évidemment à voir la partie qui concerne la démonstration. Elle est toujours au niveau de la théorie de l'offre, elle est là. Au niveau de l'offre globale, vous allez trouver la vidéo qui vous donne la fonction d'offre globale pour les firmes non identiques. Donc ça, c'est une démonstration que vous pouvez la retrouver au niveau du cours, qui est bien expliquée et vous pouvez la consulter. Maintenant, dernier élément, c'est le fait de parler de l'équilibre. L'équilibre, en fait, est défini comme étant l'intersection entre l'offre et la demande. Ceci se traduit de la chose suivante, c'est que, on a bien vu qu'on a une quantité la quantité globalement offerte et le prix du marché. Donc, l'offre, c'est une fonction croissante, donc ça, c'est l'offre globale. La demande globale, c'est une fonction décroissante. Et la rencontre entre les deux représente ce qu'on appelle le prix et la quantité d'équilibre, donc c'est le point E étoile. Donc ça, c'est en quelque sorte ce que vous devrez en quelque sorte retenir de ce module en relation avec l'équilibre du marché, avec le marché d'une façon générale.